C'est l'un des plus beaux villages le long de la rivière Dordogne, un ancien port gabarier dont toute l'histoire est intimement liée à ce cours d'eau qui prend naissance tout là-haut, dans le Massif central, avant de rejoindre 500 km plus loin la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde. Bienvenue à Argentat, notre point de départ pour vous faire découvrir la Dordogne corrézienne, une partie beaucoup moins connue que celle qui coule en Périgord. Au programme, une randonnée entre barrages et villages, des paysages de bout du monde où la nature s'exprime en taille XXL. Nous partirons ensuite pour une partie de pêche à la mouche dans ce que certains désignent comme le paradis pour les amateurs de ce sport. Enfin, nous irons admirer un joyau, Beaulieu-sur-Dordogne, une cité médiévale surnommée la Riviera Limousine, cap sur la Corrèze, les gorges de la Dordogne. Située à l'est de la Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Corrèze offre des panoramas exceptionnels. Des paysages composés de plateaux élevés, entaillés par des vallées, creusés par des cours d'eau, dont le plus important est la Dordogne. Jean-Marc Chirier, créateur d'un parcours de randonnée de 200 km dans cette région, un peu à l'écart des routes touristiques, a promis à Éric l'un des plus beaux points de vue de tout le sud-ouest. Parole tenue, Jean-Marc, quel point de vue incroyable! Où est-ce qu'on se trouve exactement? Et là, on se trouve à Gratte-Bruyère, confluence de la Sumène et de la Dordogne, sur la commune de Serrandon, endroit magique, spot corrézien, on va dire. C'est vraiment l'endroit idéal pour découvrir ces gorges de la Dordogne, pour avoir une première approche. Là, on est vraiment bien. Avec ton association de villages en barrage, vous avez créé un beau parcours de randonnée qui fait 200 km au total. Il faut combien de jours d'ailleurs si on veut faire la totalité? Disons qu'il faut une quinzaine de jours pour les non-aguerris. Après, nous, notre souhait, c'est qu'ils soient ouverts à tout public. Donc on peut très bien imaginer, et c'est ce qui nous arrive là depuis 2-3 ans, on a des familles complètes, c'est-à-dire que ça va du grand-père qui a 70 ans et passé, aux petits-enfants qui ont 8 à 10 ans. Donc on a imaginé des petits parcours. On peut le faire par tronçon. On peut le faire par tronçon, voilà. Chaque jour peut avoir un parcours dédié. Avec en plus un joli nom, Itinéraire. Ah oui, parce que là on rêve tout le temps. On est dans le rêve tout le temps et tout ce qui est autour de nous ne peut que nous faire rêver. La nature, la faune, la flore, franchement, on n'a que de quoi rêver. Il faut bien comprendre, Jean-Marc, que ces chemins, ils existent en fait depuis des siècles. Ils existaient bien avant les barrages et sûrement depuis des siècles, puisque ces chemins avaient tous une signification. Certains s'en servaient pour la pêche, pour aller vendre leur pêche de jour. D'autres chemins servaient pour le monde de l'agriculture. Tu leur redonnes vie en fait à ces chemins avec ce parcours de rando. On lui redonne vie. La petite anecdote, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on a rencontré une petite mamie qui nous a vu sortir d'un bois et qui nous dit « Non mais ça fait plus de 70 ans, j'ai vu personne sortir d'ici ». Il faut revenir un siècle en arrière pour comprendre comment sont nés ces paysages hors normes. La vallée a en effet totalement changé de visage avec la création à partir des années 30 de l'un des plus gigantesques ensembles hydroélectriques en France. En tête de réseau, le barrage de Bort-les-Orgues, le premier d'une longue série qui forme un impressionnant escalier d'eau. Nous arrivons, Jean-Marc, sur le barrage de Chastan, mis en eau en 1952. Raconte-moi ces chantiers qu'on imagine titanesques.
Il faut se dire que pour un géant pareil, il y avait plus de 1000 ouvriers. On créait des villages, des cités, avec un cinéma, une église, avec des restaurants, des cantines et ainsi de suite. C'était un mixage de population extraordinaire, l'Europe avant l'Europe. Mais malgré tout, c'était ce mixage qui était important, où tout le monde, à la fin de la journée, tant pis, tout le monde faisait la fête. On ne parlait pas la même langue, mais tout le monde faisait la fête, dansait, chantait. Et ça, c'était très important à cette époque-là. Après, technologiquement, c'était aussi une performance incroyable. C'est des centaines de milliers de mètres cubes de béton, des machineries incroyables. Ah oui, oui, oui. Il faut savoir, par exemple, que sur ce barrage-là, on a amené les gravats des gravières d'Argentat et on a amené le béton de la gare de Corrèze, qui est à vol d'oiseau à plus de 15 km. Et tout ça en wagonnet. C'était vraiment extraordinaire. C'était une aventure géante. C'est probablement l'un des plus grands chantiers qu'il y avait en Europe à cette période-là. Ah oui, sûrement le plus grand chantier. Il faut quand même savoir que c'est la rivière qui a le potentiel barrage le plus important de France à l'heure actuelle et qui fournit quand même de l'électricité à plus d'1 million de personnes. Ces barrages, pour toi, Jean-Marc, c'est un patrimoine qui mérite d'être montré et raconté. Il faut rendre hommage à ces gens qui ont travaillé là. Et comment leur rendre hommage si ce n'est qu'en en faisant voir ce qu'ils ont fait de leurs propres mains. À cette époque-là, on travaillait peu avec les machines. Il faut dire que ces barrages, aujourd'hui encore, ils sont d'une grande utilité dans la politique énergétique française. Bien sûr, c'est l'énergie verte. Il faut savoir que le stock d'électricité, il est derrière nous. Et oui, parce que l'électricité, on ne peut pas la stocker. Non. Alors que là, on a l'eau à disposition pour Tout à mettre fait. en route les turbines quand il y en a besoin. Tout à fait, et puis c'est de l'instantané. Il faut savoir qu'on peut avoir une tranche nucléaire en 3 minutes avec un barrage. Aujourd'hui, on a cette énergie renouvelable, propre et stockable. Itinéraire, c'est une randonnée dans l'espace, mais aussi dans le temps. Impossible d'oublier que la construction de ces barrages a totalement bouleversé la vie des habitants qui vivaient au bord de la Dordogne. Ils ont dû quitter leur maison, abandonner des villages qui ont fini noyés sous les eaux de ces immenses retenues d'eau, comme à Confolens-Pordieu. C'était comment, ici, Jean-Marc, avant la création du barrage? Avant la création du barrage, il y avait un très beau village là, avec 500 âmes. Carrément, 500 habitants. 500 habitants avec des hôtels, restaurants. Il y avait la voie ferrée, il faut s'imaginer. Il y avait 2 routes, 2 ponts. On imagine le crève-cœur que ça a été quand même pour les habitants de quitter leur maison. C'est une cicatrice qui reste encore profonde pour certains habitants. Je pense que quand même les gens qui à l'heure actuelle ont plus de 70 ans, encore cette cicatrice, il faut le comprendre, toute une vie a été bouleversée en quelques années, en moins de 10 ans. On s'est retrouvé de vivre dans la vallée, dans un endroit riche et tout ça, pour monter sur les crêtes. Et c'est un exode. Comme tout exode, c'est dur à vivre. Et puis, ça dure très longtemps. Il y a très peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un là, qui m'a dit « Mais je pourrais dire où sont toutes les maisons, toutes. Je sais où est l'hôtel, je sais. » Même sous l'eau, quoi. Ils ont encore cette image-là. On sent qu'il y a quand même ce rapport amour-désamour vis-à-vis de ces barrages qui ont bouleversé effectivement les paysages, mais qui ont aussi apporté une certaine modernité, un changement de vie. À cette époque-là, il fallait l'électricité. Il n'y avait pas de secret. L'électricité, on la produisait, on connaissait que ce système. Donc effectivement, il y a le désamour des gens qui étaient là. Et puis à l'heure actuelle, il y a toute la richesse que peut amener un lac, une retenue comme celle-ci. Il y a la richesse touristique, il y a le monde de la pêche, il y a tout ce qui est bateau, ainsi de suite. Non, je pense que franchement, le désamour s'est transformé en amour pour la population actuelle. Cette randonnée est ponctuée de points de vue tous plus beaux les uns que les autres. Comme ici à Saint-Nazaire, où un chemin de croix érigé au XIXe siècle rend hommage aux protecteurs des gabariers qui devaient passer les dangereux rapides de la Dordogne.
Pour terminer notre balade, tu tenais absolument à venir ici parce que je crois que c'est un endroit qui te tient particulièrement à cœur. Tout à fait. Le site de Saint-Nazaire est un site assez remarquable. La rencontre entre la Diège et la Dordogne à ce niveau-là reste un des points les plus sauvages tout au long de notre sentier. Et un point étape où on va basculer en traversant la Diège sur un autre pays, ni plus ni moins, une autre nature, un autre habitat. Et là, c'est vraiment l'endroit prédit pour ça. Quelle belle aventure quand même ça a été cet itinéraire, parce que ça a participé à la vie de ce pays. Mon premier objectif, c'était de dire qu'il faut que la population s'approprie ce projet de randonnée. Et ça, on n'a mis que 6 mois pour qu'ils se l'approprient. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et qui était, même pour moi, souche corrézienne, je ne pensais pas qu'en 6 mois, les gens allaient dire « mon sentier, notre sentier ». Un immense merci, Jean-Marc, un immense bravo pour tout ce travail effectué. Et le nom que tu as donné à cette randonnée, vraiment est justifié, itinéraire de rêve. La vallée de la Dordogne est la plus grande zone de France labellisée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Un gage de qualité environnementale qui concerne tout le bassin versant, notamment les affluents comme la rivière Maronne. Elle a elle aussi creusé de magnifiques gorges sur ce plateau granitique qui forme la Xaintrie. Une terre haute réputée pour abriter les impressionnantes tours de Merle. Une cité-forteresse datant du Moyen-Âge qui servait de frontière entre le duché d'Aquitaine et le comté d'Auvergne. C'est à quelques battements d'ailes de ces fortifications qu'Éric a rendez-vous avec Mathieu Gentilhomme pour une initiation à la pêche à la mouche. Elle vient d'où, cette rivière, la Maronne? Alors elle vient du Massif central, elle passe au pied de Salers, la bien nommée. Donc elle vient directement des montagnes, des sources du Cantal. J'ai l'impression ici d'être vraiment dans un espace où la nature est totalement préservée. Ouais. Quoi. Tu vois, il y a des mousses partout, des fougères, des lichens, c'est des arbres couchés partout. C'est l'état primaire. Et c'est ça qui fait que le Conservatoire des espaces naturels du Limousin a proposé que cet endroit devienne une réserve naturelle, régionale. Ça dit la qualité environnementale quand même de ces gorges de la Maronne, quoi. Oui, absolument. Il y a des lichens donc, qui sont présents et qui ne sont là que grâce au fait que l'air est totalement pur. Ah, c'est à la moindre pollution, il meurt, quoi. Voilà, c'est ça. Donc marqueur de qualité. Exactement. Et j'imagine que c'est pareil pour l'eau. C'est exactement pareil pour l'eau. On a une rivière, pollution, elle ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on a des truites Fario qui sont là et qui sont d'excellents marqueurs aussi sur les qualités d'eau. Je ne sais pas si je vais attraper du poisson, mais déjà, là, j'attrape des vues incroyables. Là. Fou. Ce sont des belles ambiances. Hein. On a changé, on était presque dans les tropiques avant. Ouais, et puis là, ça a changé en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Là, c'est un petit peu plus sec, on voit, on a de la bruyère. Le premier des plaisirs, il est là, dans la marche d'approche, hein, et cette immersion quand même là, dans cet environnement. Dans la pêche, c'est un alibi pour être dans la nature. Donc si tu n'apprécies pas la nature, tu ne peux pas aimer la pêche. Mathieu, je t'écoute, ou plus ou moins je te regarde, parce que je n'y connais rien à la pêche à la mouche. Comment ça se passe? Alors écoute, on va essayer pour commencer de pêcher avec une mouche qui flotte sur l'eau pour voir si une truite vient, tu vois. Elle est là, ta petite mouche? Ah ouais. Pour voir si une truite va venir la prendre pour se nourrir. Avec quoi c'est fait, en fait, une mouche? Ce qu'on voit, la claire derrière, c'est du poil de cul de canard. Sur le haut, c'est de poils de coq. Et puis en dessous, là, des poils de paon. Donc voilà. Rien que la mouche, c'est déjà une technique très particulière. Parce que t'en as combien? T'en as plein de types différents, montre-moi.
Alors, ouais, il y a plein de choses. Alors moi j'ai très peu de mouches. Hein, Ah oui, pourtant. parce qu'il y a des pêcheurs. Ouais. Ah oui, c'est beau, fais voir. Ah ouais. Dis donc, mais il y a carrément... Ah ça, des- ça tu reconnais? C'est une libellule? Non, ça là. Ah non, ah oui, en dessous, là, c'est carrément un... Comment ça s'appelle? Une sauterelle. Une sauterelle. Et donc, c'est une fausse sauterelle, plus C'est vraie que ça. nature. C'est ça. Donc on a plein de choses qui imitent différents insectes. Hop, on met ça, parce que c'est précieux. Donc on va pêcher le petit courant qui est devant nous. Mais alors, Pour tu voir s'il se pêches passe quelque obligatoirement vers l'amont? Toujours en amont. Pourquoi? Toujours en amont. Parce que les truites, elles ont toujours le nez dans le courant. Donc elles regardent devant elles. Ah, elles vont Et- toujours en remontant. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'eau qui descend qui amène la nourriture. Alors, je te regarde. Allez, on essaye. Ouah, c'est toujours aussi beau ce geste. Donc hein. tu vois, on voit la mouche qui flotte. Alors, toi, tu vois. Ah oui, Regarde. c'est posé Voilà, là-bas. voilà. Ah ouais, Et ouais. donc là, on la suit pour En voir espérant si, que- voilà, en espérant qu'il y ait un poisson qui vienne la prendre. À quel âge tu as commencé, toi, la pêche? J'ai commencé, je devais avoir 5 ans, tout seul, dans mon coin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une photo de moi, personne ne m'a montré. J'ai un bout de bois, une ficelle et puis. Ouais. Et je suis assis sur un tabouret, j'ai rempli une bassine d'eau et puis je passe des heures. Quel plaisir, en fait, tu viens chercher, toi? Celui d'attraper le poisson ou c'est vraiment un ensemble? Oh non, regarde devant nous, ouais. On est tellement bien ici. On a personne qui nous embête et tout. En fait, le poisson, si tu prends un poisson, c'est un plus, mais c'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, moi, ne pas prendre de poisson, ça me dérange pas du tout. En plus, il faut préciser que toi, tu fais du no-kill. No-kill, c'est ne pas tuer. C'est-à-dire, quand tu attrapes un poisson, t'en fais quoi? Je le remets dans l'eau. Tu as travaillé pendant 12 ans comme guide de pêche en Alaska. Après, tu es allé dans les Caraïbes. Et malgré tout, si je comprends bien, c'est ici qu'est ton paradis de pêcheur, c'est ça? Oui. Ouais, parce qu'ici, on s'en lasse pas. Ici, on a des saisons, on a des champignons, on a des poissons. Et chaque saison, on fait des choses différentes. C'est aussi une certaine qualité de vie que tu as trouvée ici, notamment dans ce rapport à cette nature qui nous environne. Hein. Évidemment. Ouais. Ah, ouais, on a une qualité de vie. Faut pas le dire trop fort, hein, parce que Pas de truite pour le moment, mais je t'assure que je n'ai aucun regret. J'ai passé vraiment un super moment avec toi. Merci pour tout, Mathieu. bah, avec plaisir, Eric. Retour le long de la Dordogne. Après le dernier barrage, le cours d'eau retrouve son lit naturel. Le climat devient plus doux. Une quiétude qui compte beaucoup dans le charme dégagé par un village enchanteur, Beaulieu-sur-Dordogne. L'histoire raconte qu'au IXe siècle, Rodolphe de Turenne, archevêque de Bourges, tomba en extase devant cet écrin de nature, lové dans un méandre. Il nomma le lieu Bellus Locus, textuellement le beau lieu, et y fonda une grande abbaye. De cette grande abbaye fondée au Moyen-Âge, il ne reste plus aujourd'hui que cette abbatiale, c'est-à-dire l'église des moines. Mais quelle église, Louis-Olivier! Une église invraisemblable. On sent ce poids de l'histoire. Et aujourd'hui, ce chef-d'œuvre de l'art roman limousin, qui est un chef-d'œuvre pur, est toujours en place. Alors, contrairement à d'autres chefs-d'œuvre de l'art roman limousin qui ont été vendus pour les pierres ou qui ont été détruits au cours des ans, celle-ci est restée intacte. On connaît l'architecture gothique, on s'élève vraiment vers le ciel, mais en fait, on s'aperçoit que l'art roman, lui aussi, est un art de l'élévation. Ici, on est saisi par le poids des pierres, par le poids de cette architecture absolument invraisemblable. Quand on sait qu'on est construit sur l'eau aussi, ici, c'est de l'eau. Et donc, cette abbatiale souffre énormément. Il y a des repères, d'ailleurs, il y a des fissures qu'on surveille. C'est vraiment... ça fait partie du patrimoine de la famille.
la majesté de cette abbatiale, elle traduit la réussite de ce monastère. Alors, il y a notamment des raisons religieuses, lesquelles? Alors, quand Rodolphe de Turenne a fondé ce monastère, non pas cette abbatiale, mais ce monastère, il a donné des reliques. Évidemment, parce que la relique, c'est le jackpot pour une abbaye. On vient de partout et on était sur le chemin de Compostelle ici. C'était une des voies pour Compostelle ou pour Rocamadour. Et donc, il y avait énormément de pèlerins. On a fait beaucoup d'argent et des reliques, il en reste. Des reliques qui ont été sauvées in extremis à la Révolution. On devait les détruire le lendemain. Elles ont été sauvées la veille. Elles ont été mises de côté par deux religieuses. Ces reliques, on les possède encore aujourd'hui. Et ce qui est amusant, c'est que, par exemple, vous avez des bras reliquaires qui ont dedans, à l'intérieur, des bouts de bras, des bouts d'os. On a la châsse de Saint-Prime et Saint-Félicien. Et ces reliques, elles ont attiré, comme dans toutes les églises qui avaient des reliques, beaucoup de monde. Et elles ont donné beaucoup d'argent aux moines. L'histoire a légué de merveilleux trésors à Beaulieu, notamment un splendide tympan roman sculpté en 1130. Ici, on est devant une bande dessinée, tout simplement, parce qu'il faut raconter la vie du Christ, il faut raconter la résurrection, il faut raconter les âmes des pécheurs qui sont pardonnés, qui sont sauvés. Alors, on peut remarquer plein de détails. Ce qui est très facile à voir, ce sont les morts qui ressuscitent, qui sortent de leur cercueil. On peut voir des musiciens, on peut voir Saint-Pierre avec ses clés. Ce Christ en croix, avec la croix un peu décalée derrière, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et tous ces personnages, ils ont tous une expression, tous les visages ont une expression, tous les visages signifient quelque chose, et même les animaux de l'enfer qui sont tout en bas, puisque l'enfer c'est tout en bas, tous sont différents, tous sont très expressif. C'est quand même un chef-d'œuvre absolu. C'est parmi les plus beaux tympans qu'on ait en Nouvelle-Aquitaine, pourquoi? C'est un des deux plus beaux tympans de France. Il est à Beaulieu-sur-Dordogne, il est protégé, et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il nous parle de quelque chose d'ancestral, de quelque chose d'humain qui nous prend ici aux tripes, parce que ça nous parle de nous, ça nous parle de la mort, ça nous parle du bonheur, de la résurrection. Il faut savoir le regarder, il faut savoir le lire à sa manière, chacun à sa manière, et puis ne pas passer trop vite. Beaulieu est une invitation à prendre le temps, à flâner dans les petites ruelles bordées de maisons médiévales et Renaissance pour rejoindre les quais. Si nous étions venus sur ces quais il y a 150, 200 ans, qu'est-ce qu'on aurait vu, Louis-Olivier? On aurait vu beaucoup de petites barques de pêcheurs, on aurait vu beaucoup de filets, on aurait vu une activité au bord de l'eau très importante parce qu'on pêchait énormément. Il y avait aussi les gabarres qui passaient là, qui passaient chargés. Alors, Beaulieu-sur-Dordogne, pour les gabarres, c'était le début de l'ennui. Parce que jusqu'ici, la rivière était marchande, le fleuve était marchand, le fleuve avait allé au rythme du cheval au galop. Fleuve marchand, ça voulait dire qu'il pouvait être navigué avec de la marchandise. Voilà. Raconte-nous une descente en gabarre à cette époque. C'est un voyage qu'on peine à imaginer aujourd'hui. On est sur un bateau à fond plat, il n'y a pas de quille, il n'y a pas de fond. On ne charge pas au fond du bateau parce que sinon le fond s'arrache, donc on charge sur les plabords. Et on charge jusqu'à 20 tonnes de matériaux. Il y a un pilote avec une très grande perche pour faire le gouvernail, et souvent il fallait s'attacher pour ne pas être éjecté du bateau. Il y a 2 rameurs, et puis il y a souvent un piqueur pour repousser les rochers au dernier moment. Et on part sur l'eau qui va à la vitesse d'un cheval au galop. Et donc on va très vite. On fait 400 km en 5 jours avec 20 tonnes de matériaux. Si on faisait 2 voyages, un voyage, on pouvait vivre toute l'année. Si on faisait 3 voyages, c'était merveilleux. Et sous Louis XVI, c'était le jackpot, les marins de la Haute-Vallée de la Dordogne ont été déclarés marins de la Royale, donc ils avaient une retraite. On ne peut pas bien saisir l'âme de ce pays sans comprendre l'importance de cette Dordogne. Elle est inexplicable, c'est atavique.
on tombe une fois dedans comme dans la potion magique et après on en a besoin en permanence. C'est ton cas, toi. C'est mon cas. Moi, à 5 ans, j'ai su que je voulais venir là et que c'était le pays où je voulais vivre, le pays de mes ancêtres, la Dordogne. C'est mon centre d'intérêt, c'est ma vie. Et il y a quelque chose d'inexplicable dans ces gorges de la Haute-Vallée. On a une chance incroyable. C'est un privilège qu'on est les seuls à posséder. C'est cette Dordogne absolument incroyable et qui continue de nous séduire encore aujourd'hui tous les matins.